la tempête. Chez nous en Bretagne, c'est courant la tempête. Mais des tempêtes comme celle-là, non. Des tempêtes comme celle-là, on n'en avait jamais vu. 3 semaines que ça durait. 3 semaines que l'océan était déchaîné. 3 semaines que les pêcheurs ne pouvaient plus aller sur la mer pour pêcher, pour attraper du poisson. Et les pêcheurs étaient là, sur le quai, à regarder cet océan déchaîné, impuissant. Et il y avait Youenn. Youenn, il était là aussi. Oh, mais Youenn, il aurait bien été tout seul, même s'il faut. Parce que Youenn, c'était un courageux. Youenn, il avait peur de rien. Seulement, il avait sa femme et ses 3 enfants qui étaient, comme qui dirait, crevés de faim. Alors, tous les hommes avaient faim, tous les pêcheurs avaient faim. Parce que le poisson, même le poisson fumé, le poisson séché, il était mangé depuis longtemps. Il n'y avait plus qu'une solution. C'était de faire comme d'autres avaient fait avant lui, de partir sur les terres en direction de la campagne, chez les paysans. Parce que là-bas, il y a toujours du grain dans les greniers, il y a toujours de la viande dans les saloirs, du lard. Alors, il a fallu qu'il se décide partir sur le chemin de ceux qu'on appelait à l'époque les chercheurs de pain. Il a mis sa fierté dans sa poche, il a mis le chemin sous ses souliers, le regard sur l'horizon, et il a marché en direction des fermes pour essayer d'avoir quelque chose. Et il a marché, et là il a vu, il y avait une ferme là, au loin. Il s'est approché, mais on lui avait dit que quelquefois les paysans étaient mal reçus, avec un coup de fourche ou bien avec un chien aux trousses. Alors, il s'est dit qu'il valait mieux qu'il soit prudent. Il s'est approché, et là, il y avait une fenêtre, il y avait les volets qui étaient fermés, mais légèrement entrouverts, et par la claire-voie des volets, il a regardé, et surtout, il a senti cette odeur. Vous savez, cette odeur de beurre qui frétille dans la poêle, qui frétille sur le bélec là, cette odeur de crêpes chaudes. Oh, lui qui n'avait pas mangé depuis 3 jours, il avait son estomac qui montait, qui redescendait. Alors il s'est approché encore, et il a écouté, il a regardé, et là il a vu que il y avait la grande table de cuisine dans la maison. Il y avait 4 bols sur la table, des grands bols, c'était l'heure du 4 heures. Et il y avait 4 femmes, des commères. Elles étaient là, attablées, et il a écouté. Et il a entendu cette conversation édifiante. Il y en a une qui disait à l'autre, « Oh, si c'est pas malheureux, hein? Tu sais, Jeannie Cargal, hein? Oui, celle-là, oui. Elle a perdu son fils l'année dernière. Oh, il est mort comme ça, une mort brutale, un jeune gars dans la force de l'âge. Hein? Oh oui, c'est malheureux. Hein? Et là, la commère s'est rapprochée de sa copine et elle lui a dit comme ça, en chuchotant dans son oreille, « Et tu connais pas la meilleure, hein? Celle-là, radin comme elle a enterré son fils avec une vieille chemise rapiécée. Oui, c'est la plus radin du village. » En entendant cette conversation, Youenn s'est dit que c'est pas ici qu'il allait trouver à manger. Ces gens-là étaient aussi radins qu'un chien avec son os. Alors il a continué son chemin, et tout en marchant, une idée commençait à germer dans son cerveau. Et là, il est arrivé à la croisée d'un chemin, et il y avait un vieux qui fumait sa pipe, appuyé contre le talus. Il s'est approché du vieux,
Et il lui a dit comme ça, pardon monsieur, je cherche la maison des Le Gall. Et là, le vieux, au lieu de lui répondre, l'a dévisagé et l'a regardé des pieds à la tête. La maison des Le Gall? Oh, toi, t'es pas d'ici, toi, hein? Je vois ça à ta dégaine. Toi, t'es un pêcheur, hein? C'est ça, dit, hein? Alors, comme ça, à ce qu'on m'a dit, on ne peut plus attraper des poissons dans la mer à cause de la tempête. Alors, comme ça, on est venu mendier, hein? C'est ça, dit. Youenn était vexé. J'étais un pêcheur. Ah bon? Et tu es quoi maintenant? Maintenant, je viens du paradis. Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Je viens du paradis. Alors tu es mort? Je n'ai jamais entendu dire une chose pareille. Tu serais mort, tu serais monté là-haut et tu serais redescendu. Mais non, c'est pas possible ça. Oui, je sais, ça peut vous paraître étrange, mais figurez-vous que quelquefois, on a une autorisation spéciale, à condition qu'on ait une mission à accomplir. On a en quelque sorte une permission. Hein. On peut descendre sur la terre, mais attention, ce soir à minuit, il faut que je sois de retour là-haut. Oh, voilà, ça, j'avais jamais entendu. Alors, tu serais mort, tu serais monté là-haut, tu serais redescendu. Pourquoi tu dis pour une mission? Et c'est quoi ta mission? Je vous ai dit, je cherche la maison des Le Gall. La maison des Le Gall? Tu vois la chaumière là-bas avec un toit de chaume et la cheminée qui fume? Eh bien c'est là, allez, dis-moi. Et il est passé devant le vieux qui n'a pas pu s'empêcher, quand il avait tourné le dos, de faire un signe de croix tellement il était persuadé d'avoir rencontré un revenant. Alors Youenn est arrivé là, justement, à cette maison-là, le toit de chaume. Il s'est approché, il y avait encore cette odeur de crêpes chaudes. Oh, et ça sentait bon. Et la porte était grande ouverte. Alors avant de rentrer, il a fait comme il fait toujours, comme font toujours tous les mendiants. Il a dit sa litanie de mendiant. La charité, s'il vous plaît, et que le bon Dieu protège toutes les âmes qui franchissent le seuil de cette porte. Et là, il a regardé, il a vu qu'au fond, là-bas, il y avait une vieille qui était tournée sur sa cheminée, en train de faire des crêpes sur son bilic, et elle, sans se retourner, lui a dit « Oh, t'as qu'à rentrer, oh, ici, le voir, tournez là, la crêpe elle est fichue, t'as qu'à rentrer, je vais m'occuper de toi après, ma crêpe d'abord. » Alors il est rentré. « T'as qu'à t'asseoir, je te dis. » Il s'est assis. Et la vieille, sans se retourner, lui a encore dit « D'où que tu viens comme ça, alors ?» Et là, Youenn a dit « Je viens du paradis. » Ah, qu'est-ce que tu as dit? Alors la vieille qui laisse tomber sa crêpe, qui se rapproche de lui en essuyant ses mains sur son tablier. « Tu as dit quoi, là? »« Je viens du paradis. »« Mais enfin, alors tu es mort? Je n'ai jamais entendu dire une chose pareille. Alors comme ça, tu serais monté au paradis et tu serais redescendu. Mais j'ai jamais entendu dire une chose pareille. Oui, je sais, ça peut vous paraître bizarre, mais figurez-vous que quand on a une permission, une autorisation et surtout une mission, parce que j'ai une mission bien spéciale, eh bien on peut redescendre, mais pour un petit moment, hein. À minuit, il faut que je retourne là-haut. Ah ben ça alors, ça c'est quelque chose alors. Du paradis. Tu viens du paradis. Et alors, si tu es là-haut, peut-être que tu connais mon fils, Jean? Oh oui, je connais bien. C'est bien simple. On est dans la même chambre. Oh, ça c'est bien alors. Hein? Et il va bien mon fils? Oui, il va bien, mais quelquefois, la nuit, je l'entends qui grelotte. Et il me dit comme ça, « Oh, si c'est pas malheureux, hein? Ma mère, une si bonne femme, elle m'a enterré avec une vieille chemise rapiécée.
Et là, voilà la vieille qui fond en larmes. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je m'en voudrais toute ma vie. Mais oui, bien sûr. J'étais tellement tourneboulé avec sa mort que je me suis trompé. Je lui ai pris sa chemise qu'il avait pour aller au champ, sa vieille chemise, alors que j'avais préparé une belle chemise, toute fraîche repassée. Et quand je me suis rendu compte de mon erreur, les hommes avaient fermé le cercueil. Mais alors, si tu vas là-haut, si tu connais mon fils, tu peux lui donner une chemise de ma part. Bien sûr, si c'est pour rendre ça. Oh non, ne bouge pas. Et voilà la vieille qui retourne jusqu'à sa grande armoire en chêne, qui ouvre l'armoire et qui en sort une demi-douzaine de belles chemises de flanelle blanche, toutes fraîches repassées, qu'elle met dans un sac, une demi-douzaine de pantalons longs de caleçons qu'elle met dans un sac, et elle lui donne, elle lui dit, tiens, t'as qu'à donner ça à mon fils, comme ça il aura chaud. Oh, ça c'est quelque chose, hein, au paradis. Oh, ah, dis donc, je suis contente quand même, hein. Et à manger. Vous avez ce qu'il faut là-haut à manger? Ben, c'est-à-dire que la cantine n'est pas terrible. Oh, papa, ne bouge pas. Elle a pris les 2 douzaines de crêpes qu'elle venait de confectionner. Elle a mis dans un sac. Elle a décroché une grosse andouille, un gros morceau de lard qu'elle a mis dans le sac, et elle a dit, tiens, t'as qu'à donner ça à mon fils. Là, il aura à manger. Tu peux en prendre un peu pour toi, si tu veux. Oh, ça c'est quelque chose, là. Hein? Au paradis. Et comment ça se passe là-haut? Vous allez à la messe aussi, comme nous, le dimanche? Ah ouais, oui, tout. C'est bien simple. Tout est pareil, identique. Tout pareil. Même mieux. Chez nous, là-haut, hein? Bah, les saints, c'est pas en pierre qu'ils sont, hein? C'est en chair et en os. Ah ouais, bien sûr. Oh, ça c'est quelque chose. Hein. Oh, ça a l'air tellement bien qu'on aurait envie d'y aller tout de suite. Hein? Oh ben, quand le temps viendra, quand le moment viendra. Oh oui, je suis rassuré. Hein. Et quand j'y pense, après la messe, vous allez boire le coup aussi comme chez nous. Ah oui, tout est identique, tout est pareil. Mais alors, mon fils, il n'a pas de quoi payer son coup après la messe, au bistrot. Ben, hop, ne bouge pas de là. Elle est retournée à son armoire, et là, elle a ouvert l'armoire. Elle a ouvert un tiroir, et dans ce tiroir, elle y a trouvé un autre tiroir secret. Elle en a retiré une belle bourse en cuir, remplie de pièces d'or. Et elle a dit, tiens, t'as qu'à donner ça à mon fils, il aura de quoi payer son coup. Hein? Et voilà mon Yuen qui est reparti sur la route, avec, sur l'épaule gauche, un sac rempli d'habits neufs, sur l'épaule droite, un sac rempli de victuailles, attaché à sa ceinture, une petite bourse en cuir qui est intinabulée à chacun de ses pas, et un troisième sac, invisible celui-là, rempli de bénédictions. Tout en marchant, Yuen se disait que c'était pas très honnête ce qu'il avait fait. Mais bon, le mort, hein, là où il est, il n'a plus besoin de rien. Tandis qu'avec ça, il allait sauver la vie de sa femme et de ses 3 enfants. Là-bas à la ferme, quand le maître de maison est rentré le soir et que sa femme lui a dit cette aventure merveilleuse qu'elle avait vécue avec un gars qui descendait du paradis et qui avait vu Jean, son fils. Oh, lui, il a compris tout de suite. Oh, il a compris à qui il avait affaire. Il a compris qu'il avait affaire à un voleur. Alors il a attrapé sa fourche et il allait poursuivre le voleur
quand avant de partir, il s'est retourné, il a regardé sa femme, et il a vu que, pour la première fois, depuis la mort de son fils, elle avait un visage apaisé. Elle avait des yeux brillants, un petit sourire, et elle avait surtout le regard de quelqu'un qui avait enfin réparé sa faute. L'homme a reposé sa fourche. Il s'est assis sur le banc, il a pris son bol de café, il a bu son café, puis il est allé se coucher. Et le matin, le coq a chanté et mon conte est terminé. Vous entendez? Ça, c'est Jan Mézou. Jan Mézou qui revient assis sur un cheval que Jan Mézou n'a probablement pas acheté. Parce que Jan Mézou, c'est un voleur. Et dans la famille des Lézou, on est voleur de père en fils. Seulement Jan Mézou, c'est le plus mauvais des voleurs. Et il arrive avec son cheval jusqu'à sa maison. Et là, il y a sa femme qui sort de la maison et qui le regarde et qui lui dit « Oh, Jan, qu'est-ce que tu as fait encore ?» Et Jan lui dit bah, « T'as vu c'est un beau cheval, hein. Je l'ai trouvé dans le champ des léostiques, là. Propa, il s'était détaché, là. Il était en train de paître. Demain, je vais aller le vendre à la foire et j'en tirer un bon prix. Hein. » Et la femme le regarde et lui dit « Mon pauvre Jan, à toi t'en rates pas une heure. Mais tu n'as pas reconnu ton cheval là. C'est la jument du recteur. Mais tout le monde connaît la jument du recteur. Et c'est pas au marché que tu vas la vendre, tu vas le vendre. C'est les gendarmes qui vont t'attraper. Et Jan, tu vas ramener cette jument tout de suite chez le recteur, en vitesse. » Ah bon? Comment tu dis? La jument du recteur. Ah. Bon, écoute, demain, c'est dimanche. Tu vas aller à la messe et tu vas bien écouter tout ce qu'il dit le recteur et tu vas me le rapporter. Le lendemain matin, 6 heures du matin, voilà la femme de Jan qui se lève et qui s'habille tout en noir, avec un chapeau noir, un voile noir comme si elle était veuve. Et à 6 heures du matin, elle sort dans le village en rasant les murs pour aller jusqu'à l'église. Là, la porte de l'église est ouverte. Bien entendu, il n'y a encore personne à cette heure-là le matin. Elle rentre dans l'église, elle regarde un peu partout, elle cherche un endroit pour se cacher. D'abord, elle avait vu une colonne là, derrière la colonne. Non, c'est pas bien derrière la colonne. Elle a continué. Ah bah si. En dessous de la chaire, là où le curé va faire son sermon. Si elle est juste cachée en dessous, il sera au-dessus, il ne pourra pas la voir. Voilà, là elle s'est installée là, et elle a attendu, elle n'a plus bougé. Le temps a passé, et les cloches ont sonné. Ça y est, c'était l'heure de la messe. Voilà les gens qui rentrent dans l'église. Voilà le curé qui arrive, qui monte en chaire, qui s'installe et qui commence son sermon. Mes bien chers frères, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Figurez-vous que un voleur, un voyou, un malappris m'a volé ma jument. Et vous savez que j'ai une jambe qui est bien malade, alors désormais je ne pourrai plus aller rendre visite à mes paroissiens les plus éloignés. C'est très malheureux.
Mais si vous entendez parler de cette histoire, faites savoir à tout le monde et faites savoir aux voleurs que je ferai la même chose que mon père avait fait quand on lui avait volé sa jument. Et là, le curé s'est énervé, il est devenu plus rouge, il a donné un grand coup de poing sur la tablette de la chaire, et il a recommencé, mais en beaucoup plus fort, en hurlant « Je vous dis et je répète, je ferai la même chose que mon père a fait quand on lui a volé sa jument. » Il n'y avait plus un bruit, un silence. On aurait entendu une mouche voler dans l'église. Les hommes regardaient leurs chaussures. Et puis la messe a été dite. Et puis les gens sont sortis de l'église. Le curé est parti aussi. Et quand il n'y avait plus personne, la femme de Jean est sortie de sa cachette. Elle est repartie en rasant les murs encore jusqu'à la maison. Et là, elle est arrivée. Et elle a parlé à son mari. Elle lui a dit « Oh, mon pauvre Yann, tu es foutu, Yann. Tu sais pas qu'est-ce qu'il a dit, le curé à la messe? Bah non, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit comme ça qu'il allait faire la même chose que son père avait fait quand on lui avait volé sa jument. » Ah bon? Il a fait quoi son père alors? Mais tu comprends pas, Yann? Tu es foutu que c'est? Tu vas aller en enfer. C'est un péché mortel que tu as fait. Il faut que tu ramènes cette jument là, tout de suite. Là, Yann, il a commencé à réfléchir. Ah, il s'est dit que, ouais, c'est vrai que les curés, oh, lui, il n'allait jamais à la messe, mais les curés, oh, ceux-là, ils sont un peu sorciers, là, avec leur eau bénite et tout. C'est peut-être un peu dangereux. Bon, tu as raison, j'irai la rendre demain. Non, Yann, tu vas aller la rendre tout de suite, que c'est. Et vous savez ce que c'est? Ce que femme veut, eh ben, il faut le faire. Et voilà Yann qui reprend la bride de sa jument et qui retourne sur la route pour aller vers le presbytère. Là-bas, au presbytère, il y avait le curé qui était allongé dans sa chaise longue, en train de lire son bréviaire. Et quand il a vu Yann arriver, il lui a dit « Ah, oh Yann, que me vaut le bonheur de ta visite? Ça fait bien longtemps que je ne t'ai pas vu, Yann. Tu viens pas souvent à la messe. Et puis je vois, Yann, que tu as un très beau cheval. Hein? C'est votre jument, c'est vrai que c'est votre jument. Hier, j'étais dans le champ des Léostiques, là, je l'ai trouvé. Pour pas, ben, ce sera échappé. Alors j'ai pensé vous la ramener, bien sûr, quoi. Ah bon? Tu es sûr que c'est ma jument, Yann? Il faudrait être sûr. Écoute, détache-la, on va voir si elle reconnaît sa maison. Alors Yann a détaché la jument, et là, la jument est rentrée direct dans l'écurie. Oh Yann, eh ben dis donc, tu m'ôtes une opine du pied, une épine, dis donc, et Yann, quelqu'un aurait pu me la voler? Yann, il disait rien. Il tournait son chapeau comme ça, puis il a pris sa montre goussée, il l'a regardée, oh là, c'est l'heure de la soupe, il faut que j'y aille. Ah non, Yann, lui a dit le curé, non, ah non, il faut que je te récompense, Yann. Tu es mon invité ce soir, je t'invite à manger. Et il a appelé la bonne, il lui a dit, Marie, tu mettras 2 couverts, Yann est mon invité. Bon, ben Yann, il n'avait qu'une chose à faire, hein, c'était de suivre, quoi. Alors, ils sont rentrés dans la maison, on lui a mis une assiette, on lui a mis un verre, un couvert, et puis on lui a servi à manger. Yann n'avait pas l'air d'avoir très faim. Il était là, il tournait un peu sa nourriture, là, il réfléchissait. Et puis la bonne lui a servi un grand verre de vin. Là, il a pris le verre, il l'a vidé d'un trait. Et là, il s'est redressé. Et face au curé, il lui a dit, « Mon père, l'autre jour, à l'église, vous avez dit comme ça que vous feriez la même chose
que votre père a fait quand on lui a volé sa jument. Il a fait quoi? Votre père, mon père. Et là, le curé se redresse un petit peu et avec un air malicieux, il lui dit: mon père, ce qu'il a fait quand on lui a volé sa jument, eh ben, c'est simple, Yann. Ce qu'il a fait, ben, il a racheté une autre jument. Là-bas, du côté de Pouldreuzic, il y avait une ferme. Dans cette ferme, il y avait une veuve qui était très pauvre. Elle avait 3 enfants. Et cette veuve, eh bien, ma foi, elle avait tellement travaillé qu'elle a fini par être usée. Tellement usée qu'elle a fini par mourir. Mais avant de mourir, elle avait quand même prévu de léguer sa seule et unique richesse à ses 3 enfants. En l'occurrence, il s'agissait de 3 animaux. 3 animaux pour ses 3 enfants. Heureusement qu'ils étaient 3, car s'ils eussent été 4, le partage eût été plus difficile. Elle a donc légué un coq, un chat et une chevrette. L'aîné des 3 frères a dit: moi, je prends le coq et je vais aller le vendre à la foire de Quimper. Et ma foi, si je ne le vends pas, eh bien, je le mangerai. Et le voilà parti sur la route de Quimper. Seulement, il est parti à la fin de la journée. Et quand on marche sur les routes, à cette époque, quand on marchait sur les routes, il n'était pas question de marcher la nuit. Car la nuit, les routes étaient infestées de voleurs, de brigands de toutes sortes. Heureusement, à cette époque, existait quelque chose qui s'est un peu perdu maintenant, mais qui était très important à l'époque, c'était l'hospitalité. On pouvait s'arrêter dans une maison pour passer la nuit. Quelquefois, on avait même un repas offert, puisque c'était comme ça, on acceptait les voyageurs. Et là, eh bien, le gars, quand il a vu que la nuit était tombée, il s'est dit: il faut que je trouve quelque part quelque chose pour passer la nuit. Et là, il a vu au loin, il y avait une ferme. Il y avait une ferme et ma foi, les ouvriers avaient l'air encore de travailler. Alors il s'est approché. Il leur a dit que, voilà, qu'il allait à Quimper, mais qu'il était voyageur et qu'il allait à Quimper pour des affaires et qu'il demandait l'hospitalité. Les gars l'ont regardé, oh, et là il s'est aperçu que tous les ouvriers de la ferme avaient des traits tirés, des visages d'hommes très fatigués. Ouais, ils doivent travailler beaucoup, cela. Enfin, on lui a montré une grange où il y avait de la paille, et on lui a dit qu'il pouvait passer la nuit là, et on l'a même invité à partager le repas du soir. Bon, le repas du soir, c'était assez simple, hein, c'était comme d'habitude, tout le monde réuni autour de la grande table, avec les bols de soupe, chacun son bol de soupe, et là, c'était étrange parce que pas un seul de ces gars-là ne parlait. Ils avaient l'air vraiment fatigués. Il y en avait qui bâillaient, et puis à peine fini leur bol de soupe, les voilà partis se coucher. Bon, 8 heures du soir. Oh, d'habitude, chez nous, après manger, on reste fumer une petite pipe au bord de la cheminée, on se raconte une histoire ou deux. Bon, ici, tout le monde est parti se coucher. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est faire comme eux. Et le gars est parti se coucher aussi. Et vers minuit, il a été réveillé. Réveillé par un tintamarre abominable qui venait d'en dessous, d'en bas, dans la cour. On entendait des hennissements de chevaux, on entendait des gens qui sortaient des charrettes, qui chargeaient des charrettes. Alors il est allé voir à la fenêtre et il a vu, ils étaient en train de se préparer comme s'ils partaient à minuit. Et ça va pas, non? Qu'est-ce qui se passe là? Vous déménagez, à moins qu'il y ait le feu à la maison? Et là, il y a un des gars qui s'est retourné, qui lui a dit: mais non, c'est comme tous les soirs, comme tous les jours, on va chercher le soleil.
Comment? Vous allez chercher quoi? Ah, on va chercher le soleil. Le soleil? Mais oui, mais oui, mais oui. Comme tous les jours, depuis la nuit des temps, tout comme nos ancêtres ont toujours fait. On charge la charrette, on attache les chevaux, et on fait des kilomètres, et puis au bout d'un moment, le soleil se lève, et là on revient au travail. Oh mais c'est fatigant, hein? Attendez, vous allez chercher le soleil, et moi j'ai quelque chose pour vous. Quelqu'un qui fera venir le soleil. J'ai un coq. Hein? Un quoi? Un coq? Qu'est-ce que t'as? Ils n'avaient jamais entendu parler d'un coq. Enfin, hé, un coq. Vous voyez pas ce que c'est un coq? C'est un animal là, avec une crête rouge qui fait cocorico. Ça vous dit rien? Écoutez, écoutez. Rangez tous les charrettes, remettez les chevaux à l'écurie, et moi, je vous promets, je vous jure que demain, c'est le coq qui fera venir le soleil. Il avait l'air convaincant. Ils l'ont écouté. Il y en a un qui a dit, attention, hein, je te préviens mon gars. Tu vois le bâton qu'il y a derrière la porte? Le bâton de bois? Chez nous, on appelle ça un penne-base. Eh ben, si tu nous as menti, le bas de ton dos se souviendra longtemps du penne-base. Mais allez-y, je vous dis, allez, allez, retournez vous coucher. Demain, c'est le coq qui fera venir le soleil. Et bien finalement, il a fini par les convaincre. Ils ont ramassé tout le matériel et ils sont retournés se coucher. Et le matin, bien sûr, on a entendu Cocorico! Les gars se sont réveillés. Oh! Ils n'avaient jamais aussi bien dormi de toute leur vie. Bien sûr, ils avaient passé une nuit entière. Ah ben, ça c'est quelque chose. Ce coq, mais avec ce coq-là, on pourra se réveiller tous les matins au soleil levant. Ton coq, on te l'achète. Le prix que tu veux. Le prix que je veux? Oui, oui, je te dis, le prix que tu veux. Allez, vas-y, dis un prix. Le prix que je veux, hein. Mais je te dis, à nous, avec ce coq-là, on va gagner plus d'argent et on sera moins fatigué. Dis-moi ton prix. 100 pièces d'or. Eh ben, c'est pas un problème. Et le gars, il a été chercher dans un coffre, il a sorti un sac rempli de 100 pièces d'or et il lui a donné. Et voilà, mon frère qui est retourné chez lui avec un sac de 100 pièces d'or pour un coq qu'il n'aurait peut-être pas vendu 5 sous à la foire de Quimper. Les affaires allaient bien, ma foi. Et le deuxième frère, me direz-vous? Ben, le deuxième frère, lui, il avait hérité du chat. Alors, vous vous doutez bien que déjà dans cette famille, il n'y avait pas grand-chose à manger. Alors en plus, le peu qu'il y avait à manger, c'était pas pour le chat. Ce pauvre chat, il était maigre, famélique, oh, une vraie pitié. Eh bien, le frère, il a dit, moi je prends le chat, il l'a mis dans une cage, et il est parti à son tour vers la route de Quimper pour essayer de vendre le chat à la foire. Mais lui aussi, il était parti un peu tard. Et quand il a vu que la nuit commençait à tomber, il a cherché un endroit pour s'abriter pour la nuit. Et là, il a vu, oh, il y a un moulin, avec les ailes qui tournent. Oh, il s'est approché, et les meuniers étaient là, en train de ramasser du blé, là, en train de remplir leur sac de blé. Il s'est approché d'eux, il leur a dit, bon ben voilà, je vais à la foire de Quimper demain matin pour affaires, est-ce que je peux vous demander l'hospitalité? Et puis aussi, tant qu'à faire, puisque je vois que vous êtes meunier, donc le pain pour vous, ça ne doit pas être un problème. Si vous pouviez me donner un morceau de pain, je serais ravi. On lui a donné un morceau de pain sec et à moitié moisi. Encore. Bon ben ceux-là, c'est des radins à moi. Ah ben, tant pis. Bon ben si c'est comme ça, je vais me coucher. Il est allé se coucher. Et la nuit, à minuit encore, un tintamarre abominable. Mais cette fois, c'était dans la grande salle du moulin, en bas. Il est allé voir,
Et il y avait des hommes qui tapaient comme des fous sur le plancher avec des manches à balai. Il y en avait d'autres qui dansaient comme s'ils avaient voulu écraser des choses sur le plancher. Mais, ça va pas, non? Vous faites la noce du diable ou quoi? Non, c'est à cause des rats, des souris, il y en a partout, 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 et ceux-là, ils bouffent tout notre blé, on peut rien faire. Il n'y a rien à faire. Et dans la chambre, enfin dans l'endroit où le gars dormait, il y avait la cage, et il y avait le chat qui avait senti l'odeur des souris qui griffaient sa cage. Alors le gars, il a ouvert la cage, et voilà le chat qui se précipite sur les souris, et en moins de 10 minutes, il avait avalé au moins 30 à 35 souris. Et au bout d'un quart d'heure, il y avait un grand silence dans la maison. Le chat s'est endormi en ronronnant. Il n'y avait plus une souris à 1 kilomètre à la ronde. Alors là, les gars, ils sont restés là. Et c'est ça qu'il nous faut. Ton chat, on te l'achète. Le prix que tu veux. Le prix que je veux. Le prix que tu veux, je te dis. Vas-y, dis un prix, nous avec un chat comme ça, on est sauvés. On n'aura plus de souris. Et du coup, on aura beaucoup plus de blé. Ça va aller mieux les affaires. Allez, dis un prix et je te l'achète. Le prix que je veux. Oui, dis le prix que tu veux, vas-y, dis. Le prix que je veux. Hein. Oui, mais dépêche-toi, dis le prix que tu veux, n'importe quel prix, tout le panier. Hein. Et 200 pièces d'or. et voilà notre deuxième frère qui est rentré à la maison avec un sac rempli de 200 pièces d'or pour un chat qu'il aurait probablement été obligé de donner. Les affaires allaient bien, ma foi. Hein. Et le troisième frère, me direz-vous. Ah, vous avez compris. Vous avez compris le sens de mon histoire. Et vous allez me dire, ouais, donc le troisième frère, comme lui, il avait hérité de la chèvre, la chevrette, il est arrivé dans un château, et puis là, on n'avait jamais bu de lait de chèvre, et puis on lui a acheté son lait à un prix de... Ben non. Oh ben non. Si je vous disais ça, ça voudrait dire que je suis un menteur. Non. Moi, je ne suis pas un menteur, je suis un conteur. Alors, figurez-vous que ce jeune frère-là est un petit peu moins malin que les deux autres. Et c'est pour vous dire. Figurez-vous que lui, il a décidé de prendre un raccourci par le bois. Alors que tout le monde sait que c'est là, dans ces bois-là, que se cachent tous les bandits, les voleurs, de tous acabits et de tout poil. Mais lui ne savait pas. Alors il est parti avec sa chevrette, en tirant sa chevrette au bout d'une corde, il a commencé à traverser ce bois. Et bien sûr, ce qui devait arriver, arriva. On a vu au loin un nuage de poussière. Et au fur et à mesure que ce nuage de poussière se dissipait, on a vu un homme à cheval. Un homme tout habillé de noir, avec un cheval noir, un chapeau noir, et qui galopait, un cavalier qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, d'un Z qui veut dire Zorro. Non, excusez-moi. Non, c'était un voleur. Et il s'est arrêté net en face du petit gars. Il a sorti un gros pistolet et il lui a dit « Donne-moi ta bourse ou je te fais sauter la cervelle. » Et là, le petit gars, quand il a vu le voleur, il a commencé à tirer sur sa corde. Comme si, à la place de la chevrette, il y avait un char avec 2 bœufs. Aussi bien que si c'était des lourds qui tiraient, il dit « Oh !» Je voudrais bien, monsieur le voleur, mais vous allez être obligé de me tuer, parce que ici, cette chevrette, elle ne veut pas bouger, et je dois tirer, j'arrive pas. Le voleur, sur son cheval, tu te moques de moi, là.
chevrette, elle fait quoi? Elle fait 30 kilos. Il est descendu de son cheval, il lui a dit, tiens la bride de mon cheval, je vais te montrer ce que c'est qu'un homme, moi. Et il a attrapé la corde, et il a commencé à tirer. Évidemment, comme il a tiré de toutes ses forces, la pauvre chevrette de 30 kilos, elle a carrément décollé du sol, elle s'est affalée sur son visage, il est tombé sur son derrière, et quand il a retiré la chevrette, il a entendu un galop. C'était le petit frère qui partait au grand galop sur son cheval sans même lui dire au revoir. Et alors, quand ce petit frère-là est arrivé à la maison avec ce cheval, ils se sont aperçus que, attaché à la selle, il y avait encore 4 bourses d'or remplies de pièces d'or. Alors, avec cet argent, ils ont acheté du terrain, ils ont acheté des bêtes, ils ont même pris des gens pour faire le travail à leur place. Et ma foi, croyez-moi, s'ils ne sont pas morts, ils vivent encore. Celui-là, il habitait au bord de la mer. Dans une de ces maisons de pêcheurs, comme il y en avait beaucoup à l'époque. Seulement lui, il n'était jamais sur la mer. Il n'était jamais dans sa maison non plus. Non, lui, dès que le jour était levé, il était là. Debout sur la plage, bien campé sur ses 2 jambes, le regard fixant l'océan. Il avait un regard d'aigle. C'est bien simple. Le moindre fétu de paille qui dansait sur la crête d'une vague, il était capable de le fixer des yeux pendant 1 heure, sans cligner des yeux. C'est pour ça qu'on l'avait surnommé Œil de mer. S'il y avait un banc de poissons qui surgissait à l'horizon, il l'avait tout de suite repéré. Et il mettait ses 2 doigts dans sa bouche, et d'un grand coup de sifflet, il rameutait les pêcheurs qui s'empressaient de mettre leur barque sur la mer, car ils étaient assurés de faire une pêche miraculeuse. Il était comme ça. Et puis aussi, quand la mer était basse, il était toujours le premier. Quand elle avait descendu pour aller voir ce qu'elle avait pu apporter comme ce que l'on appelait à l'époque des trésors de mer, des épaves, apporté là par la tempête, et bien lui, il était toujours le premier. Un jour, comme ça, il a trouvé une barrique de rhum, pleine. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme d'habitude. Il a mis ses doigts dans sa bouche, il a sifflé. Les gars sont arrivés, ils ont vu la barrique, ils ont percé la barrique, et ils ont entamé, là, sur la plage, une dégustation spontanée. Eh bien lui, Œil de mer, il avait déjà tourné le dos. Il était parti en grommelant quelque chose d'inintelligible. Ouais, c'est un drôle de bonhomme, cet Œil de mer. Une fois, il a fait une découverte qu'il a gardée pour lui. Ce jour-là, après une grande marée, à marée basse, la mer avait apporté sur le sable une échelle
une échelle en acajou massif, cerclée de cuivre qui était probablement tombé d'un grand navire de plaisance lors d'une de ces tempêtes. Il a pris l'échelle, il l'a mise sur son dos, il est allé jusqu'à sa maison avec l'échelle sur son dos, et là, il a posé l'échelle sur le toit de sa maison. C'était cocasse de voir ça, une échelle comme ça sur le toit, comme une invitation à rejoindre la voûte céleste. Il était comme ça, les deux mères. C'était un sacré bonhomme. Alors une autre fois, il a fait une découverte qu'il aurait préféré ne pas faire. Ce jour-là, la mère avait apporté sur le sable un cercueil avec son couvercle juste à côté. Alors il a commencé à scruter l'horizon pour essayer de voir l'occupant. Et là, au bout d'un moment, il a vu le noyer, il a vu la tête de noyer qui apparaissait, qui disparaissait entre les vagues. Et puis le vent, les vagues étaient fortes, par moments on le voyait, par moments on ne le voyait plus. Alors il a rapproché le cercueil en pensant que la mère lui ramènerait l'occupant, qu'il le mettrait dedans et que les choses seraient comme elles auraient dû être. Mais la mer était mauvaise et on voyait de moins en moins le noyer qui s'éloignait vers le large, et au bout d'un moment, on ne voyait plus rien du tout. Alors il est retourné jusqu'au village et il a dit aux gars, aux pêcheurs, qu'il y avait là-bas un noyer et qu'il fallait aller le chercher pour l'enterrer religieusement. Les gars sont partis. Ils ont mis leur barque sur la mer, et toute la journée, ils ont cherché, ils n'ont rien trouvé. Alors le soir, ils sont rentrés, et puis ils lui ont dit, hey, tu sais, œil de mer, ton noyer, là, il a coulé, mon vieux, il a coulé, là. Oui, mais œil de mer, c'était un têtu. Un pencalette, comme on dit chez nous en breton. Une tête dure. Un breton. Celui-là, il a attendu que tout le monde soit couché, que la nuit soit bien noire, et il a détaché une barque, et il est parti tout seul dans la nuit noire, à la recherche de son noyer. Le matin, on a retrouvé la barque, vide, qui dérivait dans une crique pas loin de là. Et 3 jours plus tard, la mer a ramené sur le sable le corps de ce pauvre œil de mer. Alors, on a pris le corps et on l'a mis dans le cercueil. Et il y en a comme ça chez nous, qui disent qu'il aurait vu sa propre mort 3 jours avant de mourir. Mais ça, c'est encore une de ces légendes, comme il y en a beaucoup chez nous en Bretagne.
monde connaissait Jean, le petit Jean. Tout le monde, sur cette île du Finistère, connaissait le petit Jean. Jean, il n'allait pas à l'école. Non, Jean, il passait sa journée dans la nature. Jean, lui, ce qu'il aimait, c'était écouter. Tous les bruits de la nature étaient pour Jean une musique céleste. Le glou-glou d'un ruisseau, Jean entendait une belle chanson. Le bruissement du vent dans les arbres, Jean entendait une mélodie. Quelquefois, on retrouvait Jean endormi dans un trou qu'il avait creusé lui-même dans le sable sur la plage. Et quand on lui demandait pourquoi, il répondait que c'est parce qu'il écoutait le chant des mouettes, qu'il écoutait la mélodie merveilleuse des vagues sur les galets. Et un jour, il a même dit qu'il entendait parler les pierres. Alors là, on s'est dit que Jean, c'était encore un de ces demeurés. Comme il y en avait beaucoup à l'époque, un simple d'esprit, un idiot du village. Mais il n'était pas méchant, Jean. Et puis les gens, sur cette île, avaient d'autres préoccupations. Parce que, figurez-vous que le vent là-bas qui soufflait en permanence, ce vent chargé d'embrun salé, avait la fâcheuse habitude de brûler toutes les cultures que l'on pouvait faire en bordure de l'île. Alors, pour pallier à cet inconvénient, les gens ont eu l'idée de bâtir des petits murs de pierre sèche. Des petits murs qui tiennent comme ça, on ne sait pas comment, des murs qui sont bâtis sans ciment, sans rien. On en voit encore quelques-uns du côté d'Ouessant ou de Molène. Des petits murs qui permettaient justement d'abriter les cultures du vent. Mais quand il y avait un trop grand coup de vent, les pierres étaient par terre. Et à chaque fois, il fallait reconstruire inlassablement ces murs de pierre. Et un jour que les gens étaient là, en train de bâtir un de ces murs, il y a Jean, le petit Jean, qui les a vus faire. Il les a regardés, et il a dit comme ça, « Oh non, non, ne mettez pas cette pierre-là, je l'entends qui se plaint. » Ah, c'est toi, Jean. Sacré Jean, là. C'est Jean. Jean, le Guinawek. Eh ben, je la mets où, ma pierre, Jean? Alors, dis-moi. Tu la mets, celle-là, tu la mets tout en haut du mur. Elle, ce qu'elle veut, c'est voir la mer. Là, elle sera heureuse. Ah, bon, faut pas le contrarier. Hein. On va la mettre, Jean. Voilà, je prends la pierre. Et je la mets tout en haut. Là, tu es content, Jean, hein? Tu es content? Bon, et maintenant tu vas jouer, Jean, parce que nous, on a du travail, hein? Et Jean est parti. Et cette nuit-là, le vent a soufflé. Soufflé tous les murs de l'île, sauf un mur. Le mur que Jean avait conseillé. Les hommes se sont regardés et se sont dit, et s'il avait un don? Moi, dit le plus ancien, je veux en avoir le cœur net. Jean, viens avec moi, on va construire un mur ensemble. Et sur les conseils de Jean, eh bien, l'homme a bâti ce mur. Oui, les deux pierres-là, la blanche et la grise, surtout ne les séparent pas. Elles se connaissent depuis si longtemps et elles ont des tas de choses à se dire. Oh, la grosse pierre grise, là, plate, elle, tu la laisses en bas. Elle est forte et ce qu'elle veut, c'est porter les autres. Et ainsi de suite, sur les conseils de Jean,
On a bâti ce mur qui a résisté à tous les vents et à toutes les tempêtes. Alors désormais, c'était sûr, Jean avait un don. Du coup, on ne bâtissait plus un mur sans les conseils de Jean. Et comme ça, Jean est devenu d'un seul coup un personnage important. Un personnage célèbre qu'on venait chercher à chaque fois qu'on construisait un mur. Il avait trouvé sa voie, Jean. Il avait même tellement trouvé sa voie, et il en était même tellement fier, que quelquefois, il faisait un peu sa tête de cochon, et il lui arrivait de dire comme ça, oh, revenez demain matin à 7h17, là le vent sera bon, ni avant, ni après, seulement demain matin à 7h17. Eh bien, on attendait le lendemain matin, parce qu'il n'était plus question de construire un mur sans les conseils de Jean. Et du coup, sur cette île, les choses allaient beaucoup mieux. Les gens avaient plus de temps pour vaquer à leurs occupations, de pêche, de loisirs, de culture, etc. Et puis voilà, et puis le temps a passé. Le temps a fait son travail. Les années ont passé. Et Jean a vieilli. Beaucoup vieilli. Et Jean est devenu le vieux Jean. Et un jour, on a vu le vieux Jean qui bâtissait encore un de ces murs, d'un de ces milliers de murs comme il en avait bâti avant. Mais là, il avait collé son oreille contre une pierre. Il s'est relevé, il a dit « Ah, c'est fini, hein. J'entends plus rien, c'est fini, j'arrête ». Et là, Jean est tristement rentré chez lui. Il s'est enfermé dans sa maison. Il ne voulait plus en sortir, il ne parlait plus à personne. Jean était malheureux. Et cette nuit-là, encore une de ces tempêtes, comme il y en a beaucoup dans le Finistère, le vent a soufflé, soufflé, soufflé. Et on avait bâti un dernier mur sur la pointe ouest de l'île. Et il y avait Jean dans sa chambre, dans sa maison, qui tournait en rond, en grommelant. « Ah, je l'entends qui se plaint là-bas, cette pierre, je l'entends, elle m'appelle, il faut que j'y aille. » Et là, la fille de Jean est rentrée dans la chambre, elle lui a dit « Non, papa, non, tu peux pas aller, tu peux pas sortir, tu vas attraper la mort. » C'était trop tard. Jean avait déjà enfilé son vieux caban. Il avait vissé son béret sur sa tête, et il a ouvert la porte, il s'est engagé dans le vent, dans la nuit noire, en direction de la pointe ouest de l'île, là où on avait construit le dernier mur. Le lendemain, la fille de Jean est rentrée dans la chambre, elle a vu que Jean n'avait pas dormi dans son lit. Alors, mue par un terrible pressentiment, elle est allée dans le village, elle a dit que Jean n'avait pas dormi dans son lit et qu'il était arrivé quelque chose, qu'il fallait aller le chercher. Les hommes se sont regardés et sans un mot, ils se sont tous dirigés vers la pointe ouest de l'île, là où on avait bâti le dernier mur. Et quand ils sont arrivés, toutes les pierres du mur étaient par terre. Et sous les pierres, il y avait Jean. Jean qui dormait de son dernier sommeil. Et quand on a retiré toutes les pierres, on a vu que Jean tenait serré contre son cœur une pierre. C'était sans doute celle qui se plaignait